Je reçois aujourd'hui Hélène Sanson, qui, à titre de conservatrice photographie au musée McCord, vient nous parler d'un nouveau projet que propose le musée de la rue Sherbrooke. Durant les 3 prochaines années, il mettra à l'honneur différents quartiers en mutation de Montréal. C'est donc avec le photographe Robert Walker que le musée ouvre le bal avec le quartier Griffintown. Merci infiniment, Hélène Sanson, d'avoir accepté l'invitation. Bien, ça me fait très plaisir d'être avec vous. Surtout, ça me fait énormément plaisir de parler de ce nouveau programme qu'on vient de mettre sur pied, qui est le programme de mission photographique Montréal en mutation. Alors, expliquez-nous en quoi consiste ce projet-là. Tout simplement, c'est que on mandate un photographe pour photographier pendant 1 an un quartier de Montréal qui est en transformation. Ce programme-là, qui, comme vous l'avez dit, qui va se répéter 3 fois, et on espère vraiment pouvoir le reconduire parce qu'il y a beaucoup de quartiers qui sont très intéressants à documenter. Il a 2 objectifs, en fait. Un qui est de supporter la photographie documentaire à Montréal par le biais d'une bourse qui est donnée à un photographe, et puis aussi d'enrichir la collection de photographies du musée, d'une série d'une 50aine de photographies qui portent sur le quartier en question, et puis qui sont faites par un photographe qui a sa griffe, qui a sa patte. Parce que les photographes qu'on choisit, soit ils ont fait leur marque. Dans le cas de Robert Walker, c'est un photographe chevronné, on connaît son style. Alors, c'est très intéressant d'avoir dans la collection une série d'une 50aine de photographies sur ce quartier-là, mais à la manière de Robert Walker. Le commissariat Hélène Sanson est assuré par Zoé Toussignan, qui est historienne de la photographie. Alors, quelle a été votre contribution à vous personnellement à la mise sur pied de ce projet? Si on parle, par exemple, de la mission photographique, oui, du programme de mission, ça, c'est entièrement, j'en prends le crédit avec ma chère directrice, Suzanne Sauvage, qui a vraiment été convaincue que c'était un bon projet puis qui a permis que ça se réalise. L'approche avec le travail avec M. Walker, les discussions qu'on a pu avoir avec lui au sujet du quartier, puis l'évolution de son travail, puis la sélection des photographies qui allaient dans la collection, ça a été mon travail. Zoé est intervenue surtout pour le commissariat de l'exposition. Très bien. Quand on a voulu mettre ça en exposition, c'est elle qui a, entre autres, écrit les textes, à la fois sur l'histoire de Griffintown, très bref, parce qu'on n'a pas énormément de place. Et puis, c'est elle aussi qui a choisi les 20 tirages qui sont représentatifs un peu du travail de Walker. Alors, si j'ai bien compris, Hélène Sanson, c'est le photographe qui choisit, peut-être de manière conjointe avec le musée, les photos et le quartier, mais qui choisit le photographe? C'est le musée qui choisit le photographe. Très c'est bien. nous c'est l'équipe du musée, une petite équipe restreinte. C'est sûr qu'on peut consulter, mais pour le premier candidat, ça a été assez facile. On a sorti plusieurs noms et puis on est vite tombé d'accord sur le choix de Robert Walker. Pourriez-vous nous le présenter pour les gens qui ne le connaîtraient pas? Mm-hmm. Alors, c'est un photographe, tout ce qu'il y a de plus montréalais. Un gars qui est né dans Hochelaga-Maisonneuve, qui a grandi là. Dans le milieu anglophone, parce que ce milieu-là, moi aussi, j'ai découvert à travers son expérience qu'il y avait une communauté anglophone très forte, constituée d'Écossais, d'Irlandais, d'Anglais, qui travaillaient à la Canadian Vickers. Et lui, son père travaillait là. Alors, il est issu de ce milieu-là. Et ensuite, de son enfance, de son histoire, je connais peu de choses, mais à un moment donné, il fait les beaux-arts, la formation en beaux-arts à le collège Sir George William, qui est aujourd'hui Concordia. Voilà. Mais c'était une formation en beaux-arts, en peintre. Et c'est quand même, il y a assez longtemps, parce que c'est un photographe chevronné. Je ne veux pas divulguer grand-chose en disant qu'il a plus de 70 ans, à mon avis. Alors, il a une carrière derrière lui. Donc, il a une formation de peintre. Et ensuite, il rencontre des photographes américains importants. À travers ces études-là, il y a comme eu une ouverture sur la photographie. Et il a été très impressionné par ces maîtres-là, puis qui faisaient surtout du noir et blanc, comme Winograd
Gary Winogrand, c'est ça. Et il s'est dit, ben moi, en noir et blanc, ces gars-là sont trop forts, je vais me prendre la couleur, je vais choisir la couleur. Je vais travailler en photographie couleur, qui à ce moment-là, ça paraissait peut-être pas comme le choix idéal parce que la couleur était comme dévalorisée. La photographie couleur était associée à la publicité, à la photographie commerciale. C'était vraiment pas là où se passait la photographie artistique. Alors, mais il a quand même choisi la photographie couleur et il s'est vite adonné à la photographie de rue. Puis, il a vécu 10 ans à New York. Il a abondamment photographié Times Square. Il y a un livre, d'ailleurs, qui est publié sur New York avec une préface du poète Burroughs, je crois. Et plus tard, il a publié un autre livre photographique qui s'intitule « Color is Power ». Puis là, ça dit beaucoup sur son approche, on peut le constater quand on va à l'exposition, les couleurs primaires, fortement éclairées, en plein soleil, pour faire ressortir toute la densité des couleurs. Donc, c'est un choix esthétique. Absolument. Ah oui, absolument. Oui. Et effectivement, quand on va dans cette petite salle au 3e étage, on ne peut pas faire que de se dire, il fait toujours beau, le ciel est bleu. Oui. Par contre, le contraste entre ce que je viens de dire et ce que l'on voit, c'est comme un 360 degrés. Parce que Griffintown, on le sait, est un quartier en mutation. S'il y en a bien un à Montréal, c'est celui-là. Mm-hmm. Avant qu'on parle du quartier en tant que tel, pourriez-vous nous le délimiter pour que les gens comprennent bien de où à où il se situe? Alors, quand on parle de Griffintown sur le plan de Montréal, ça se trouve au sud, délimité par le canal de la Chine, au nord par la rue Notre-Dame, à l'est par l'autoroute Bonaventure et à l'ouest par la rue des Seigneurs. Donc, ce secteur du sud-ouest de l'île de Montréal est aussi ceinturé par d'autres quartiers dont on parle de plus en plus, dont la Petite Bourgogne, Saint-Henri, le Vieux-Montréal. Tout ça est vraiment connexe. Oui. Qu'est-ce qui définirait Griffintown aujourd'hui, en 2020? Parce que ces photos, vous le disiez tout à l'heure, ont été faites en 2018 et 2019, donc c'est récent. Oui. Qu'est-ce qu'on peut voir pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas et qui se promènerait en ce moment dans Griffintown? Je pense que c'est un immense chantier de construction. Oui. Avec des choses achevées. Effectivement, il y a des tours à condos qui sont terminées, qui sont même habitées, tout ça. Il y en a d'autres qui sont en construction. Il y a d'autres choses qui sont en démolition. Tout ça dans un mélange de signalisation routière pour le quartier, toute la signalétique de la ville, tous les panneaux publicitaires, toutes les annonces pour les ventes de condos, le matériel de construction, les grues, les camions, les matériaux. Et puis aussi, à travers ça, des restaurants, des épiceries ou des magasins, mais qui sont faits pour une nouvelle population dans Griffintown. Population, je suis contente que vous mentionniez ce mot-là, parce que population, oui, sûrement, mais où sont les enfants? Où sont les familles, les écoles, les garderies? Robert Walker n'est pas très tendre face à ce quartier en disant que c'est au fond un peu n'importe quoi et qui a été fait à la va-vite. Oui. Et d'ailleurs, la mairesse s'en plaint énormément, étant donné qu'il y a peu de terrain. Oui. Et là, on annonce que l'on va construire, mais à l'ouest de Guy, et il y a de nouveau rien d'annoncé pour les familles. Moi, sans me faire la critique de l'urbanisme, de l'urbanisation de ce secteur-là, ça apparaît à tout le monde que c'est les promoteurs immobiliers qui ont eu la possibilité d'acheter les bouts de terrain et de faire ce qu'ils voulaient. Et puis là, c'est une logique, on dirait, mercantile et capitaliste qui régit tout ça. Et c'est plus de condos pour vendre plus. Et qui sont les gens qui vont acheter des condos? Une population de jeunes professionnels, puis effectivement une population de travailleurs d'un secteur aisé qui très souvent a des chiens, des animaux, mais pas toujours beaucoup d'enfants. Mais Hélène Sanson, les gens qui habitaient là au 19e siècle, qui était un quartier ouvrier, comme vous le mentionniez tout à l'heure, des Irlandais, des catholiques, des Écossais, des Anglais doivent se retourner dans leur tombe. Je pense qu'ils reconnaîtraient à peu près rien. Et si vous ne montriez pas dans l'exposition 8 photographies historiques qui appartiennent donc à la collection du musée, on voit la différence en noir et blanc entre ce qu'il y avait il y a un siècle et entre ce que c'est devenu aujourd'hui. Déjà, au niveau juste des étages, c'est incroyable. Oui. Et ça a complètement... je ne sais pas. Je suis un peu découragée, je dois dire. Mais on en apprend beaucoup. Oui.
en allant voir cette exposition. Mais il y a une chose aussi qu'il ne faut pas oublier du quartier Griffintown, puis c'est le fait aussi d'autres quartiers de Montréal, c'est que c'est pas la première révolution, c'est pas le premier mouvement de transformation, de mutation. C'est un quartier qui a subi beaucoup de transformation, Griffintown. Depuis un peu sa création, là, le mot Griffintown, on peut se demander d'où ça vient, exact. Justement. Cette grande partie de terrain appartenait aux Sœurs Grises. Et ça leur avait été donné comme en seigneurie ou en concession. Et le juge Thomas McCord, qui est le grand-père de notre David Ross McCord qui a fondé le musée, ce Thomas McCord avait loué pour un bail de 99 ans ce grand territoire-là. Et il est parti pendant un certain nombre d'années en Angleterre et pendant ce temps-là, un de ses associés a tout simplement vendu ce lopin de terre à une femme d'affaires qui s'appelait Mary Griffin. Et elle n'a pas tardé à faire des lotissements, quadriller ça pour développer, construire des bâtiments. Et là, c'est resté le mot, ça s'est appelé à ce moment-là Griffintown. Et lorsque Thomas est revenu, Thomas McCord, il a pu, grâce à d'un procès, tout ça, récupérer son bail ou sa location, mais le nom est resté. Le nom est resté Griffintown. Ensuite, ça s'est développé avec le canal de la Chine. C'est devenu un quartier extrêmement industriel, très, très fortement industriel, où là, il y avait beaucoup d'Irlandais, entre autres, qui étaient catholiques, comme vous le disiez tantôt, parce qu'il y a eu cette très grosse église, l'église Sainte-Anne, là, dans le quartier. Quand on la voit sur une des photos Notman, elle est énorme, oui. Énorme. Puis ça veut dire c'était le cœur du quartier, c'était fréquenté et tout ça. Après, il y a eu vraiment une désaffection industrielle avec le ralentissement de certaines usines, puis la fermeture graduelle du canal de la Chine. Et là, on a détruit l'église, entre autres, a été démolie parce qu'elle prenait trop de place. Et on a zoné ça, zone industrielle, pour tenter de revitaliser, pour que les usines reviennent. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Et puis là, dernièrement, ça a été à nouveau zoné, mais cette fois-là résidentiel, et ce qui a été le feu vert pour les promoteurs, ceux qui pouvaient acheter. Parce que la ville n'est pas propriétaire des terrains, ne peut pas faire ce qu'elle veut, donc développer le plan qu'elle voudrait. Ce sont les promoteurs. Et dans ce cas-là, c'est assez remarquable de comment ça peut bouleverser un quartier. Bien sûr. Les gens, Hélène Sanson, qui iront au musée McCord, ils ont jusqu'au 9 août prochain pour se faire leur propre idée et opinion surtout. La petite salle du 3e étage comprend au fond un documentaire de 8 minutes, les 20 photographies qui ont été agrandies, oui, en couleur, comme on le disait tout à l'heure, une projection de 120 autres photos de la même série qui nous laisse voir d'autres parties du quartier et, bien sûr, les 8 photographies historiques qui appartiennent donc au McCord. Oui. Je vous invite tout de suite l'an prochain, étant donné que le projet va durer au moins 3 ans et je trouve vraiment intéressant d'avoir commencé ce projet avec le quartier Griffintown. Merci infiniment d'être venu aujourd'hui. Ça m'a fait énormément plaisir. Merci beaucoup.